Carrure imposante, chapeau constamment vissé sur le crâne, cet homme est un ex-contrebandier. Au beau milieu de couvets, des effluves d'anis et d'herbes mélangées vous guident irrésistiblement à la distillerie de Claude-Alain Bugnon. Dans cet antre, presque secrètement, il concocte une potion autrefois considérée comme dangereuse, qui dit-on rendait fou et criminel, l'absinthe. Heureusement, depuis 2005, l'élixir a retrouvé ses lettres de noblesse en Suisse, et Claude-Alain connaît la recette mieux que quiconque. L'absinthe, c'est un mélange de plaude, c'est pas seulement une plaude. Et ce mélange-là va être mis avec de l'alcool et de l'eau pour être redistillé. C'est difficile à faire de l'absinthe? Absolument pas, puisque finalement tout le monde a fait de l'absinthe à une certaine époque pour de la clandestinité, donc c'est pas très compliqué à produire de l'absinthe. C'est beaucoup plus compliqué à faire toujours la même absinthe. Ça demande d'être rigoureux dans tout le processus, rigoureux dans la fabrication des recettes, où on pèse toute notre plaude, rigoureux dans le procédé de production, donc dans la durée de distillation, sur la fin de distillation aussi. Et tout ceci fait que l'on maintient notre produit dans une fourchette de qualité qui est standard de ce qu'on veut. Explique-nous ce début-là, comment tu es arrivé à faire de l'absinthe? J'ai commencé en 2000 à faire de l'absinthe, j'avais appris avec un ami, un ancien collègue de travail, et on faisait des petites quantités par jeu, pour s'amuser. Ensuite, on en vend un petit peu à ses amis, on en boit beaucoup aussi, puis ensuite on fait grandir l'installation, on en vend un peu plus. Et c'était un apprentissage qui s'est fait en même temps que je travaillais. J'ai travaillé près de 20 ans, pas tout à fait 20 ans, dans l'industrie pétrolière, donc dans les deux raffineries de Suisse, à Cressier très longtemps, 17 ans, et une année sur Tamoil au Valais. J'avais un job magnifique, je m'occupais de tout ce qui était le process control au niveau opérationnel, donc c'était beaucoup informatisé. Et quelque part, on arrive à un stade vers 40 ans où on se dit, voilà, il me reste 20, 25 ans peut-être à faire dans cette boîte, dans ce truc, ou peut-être il est temps de me lancer à faire autre chose. Et une hiérarchie qui me plaisait moins, des plus jeunes, qui ont des autres idées, et qui trouvent qu'on ne fait pas ce qu'il faut, etc. Donc finalement m'ont poussé un petit peu à prendre la décision, quand on parlait de légaliser l'absinthe, de me lancer dans cette aventure, donc de créer ma propre entreprise, de quitter un job où je gagnais très bien ma vie, où j'avais un bon salaire, 40 heures par semaine, pour faire quelque chose qui n'existait pas. C'était relativement courageux d'ailleurs, puisque j'étais marié, enfin je suis toujours marié, mais j'avais 3 enfants au bas âge, une maison, 2 petits chiens, ça faisait beaucoup à assumer. Mais je n'ai jamais eu l'once de regret d'avoir osé cette aventure, car maintenant, 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans, c'est une vraie passion, ça reste un vrai bonheur de faire ce métier-là. J'étais allé trouver la Régie fédérale des alcools à l'époque, en 2004. Le directeur de la Régie fédérale de l'époque, M. Lucien Erard, qui était un Neuchâtelois, qui avait été mis là comme directeur, était très attentif à permettre cette légalisation de l'absinthe. Donc lui a poussé à cette possibilité d'offrir des concessions temporaires aux distillateurs clandestins qui s'annonçaient. La condition était qu'il fallait toujours avoir acheté de l'alcool officiel. Quand je suis parti de son bureau, il m'a dit « Monsieur Bugnon, vous savez, j'ai rarement eu des clandestins qui sont venus me trouver dans mon bureau à Berne. » Donc c'était très amusant, ça m'a valu que 2 jours après, j'avais 2 inspecteurs de la Régie fédérale qui arrivaient chez moi pour me bloquer mes installations. Le 1er mars 2005, lorsque nous avons légalisé l'absinthe en Suisse, 2 distillateurs avaient de l'absinthe à vendre, c'était la distillerie Kubler-Black Mint de Motier et moi-même qui avait fait le travail en amont, et tous les autres clandestins se sont intéressés, se sont approchés de la régie pour obtenir des concessions. Actuellement, nous sommes, je crois, même 3 distilleries dans cette vallée. Tu travailles dans un lieu, donc on va dire alcoolisé, c'est pas dangereux comme métier? Le seul côté dangereux que je dirais de l'absinthe, c'est finalement de ne pas devenir son meilleur client. Hein, on a un peu tendance, malgré tout, mon médecin me le dit régulièrement, vous devez goûter. Je dis oui, hélas, je dois goûter. Mais c'est vrai que quelque part, il faut toujours être un peu prudent. On travaille avec l'alcool, c'est un produit, quand on apprécie ce qu'on fait, on a tendance à en boire un peu, et il faut savoir un petit peu de temps à autre freiner. Donc si tu étais venu le lundi, on n'aurait rien bu, on est mardi, on pourra boire un petit peu, puisque le lundi est un jour off, c'est le jour du repos pour le foie. Quand on décide de lancer un projet, tout devient intéressant. Il faut
trouver des bouteilles, il ne faut pas seulement avoir une recette, il faut trouver des alambics, il faut mettre en place la structure, il faut être prêt, il faut avoir des étiquettes. Et c'était très intéressant de pouvoir mettre en place cette petite distillerie. Au début, c'était chez moi à la cave, hein, donc on descendait tout dans la cave, on remontait tout. On avait des cartons plein la maison, les premières semaines étaient complètement folles. Le côté assez amusant de la chose, c'est qu'étant clandestin qui s'officialisait, j'ai immédiatement eu énormément de presse internationale, New York Times, NHK, donc la TV japonaise, qui sont venus me rendre visite avant la légalisation pour voir un distillateur d'absinthe qui allait se légaliser. Alors que mon collègue Kubler, qui lui était dans le processus depuis le début, il faisait déjà un extrait d'absinthe, donc finalement n'intéressait pas l'immédiat pour cette partie clandestinité, légalisation. Et ça, c'était assez curieux parce qu'on a eu un défilé, je me rappelle le mois de février 2005, c'était juste fou. On avait tous les jours, plusieurs fois par jour, des journalistes dans la maison ici qui visitaient, qui voulaient tout apprendre. Claude Alain, tu as un habit, une blouse sur toi que tu ne quittes jamais. C'est un peu ton objet fétiche. C'est un peu symbolique, on dira. C'est aussi une blouse qui était portée par des gens quelquefois un peu particuliers. Dans ma jeunesse, j'en ai connu un qui était au Verrières, qui avait une blouse bleue, qui était un personnage, hein, pas toujours des plus agréables, mais quelquefois très, très sympathique. Et ici, à Couvet, on a eu aussi un monsieur très connu qui avait une blouse qui était marchand d'habits, qui était aussi quelqu'un de très, très drôle et qui donnait une image. C'est aussi une manière après de se faire reconnaître la blouse et le chapeau. On reconnaîtra toujours la blouse et le chapeau, pas forcément la carcasse dessous. C'est l'heure de l'apéro. Là, je vais vous servir, donc on a 3 absinthes à déguster. On ne mettra jamais de glace dans le verre, il faut que l'absinthe se serve comme un verre de vin blanc. On finira vers 11% volume et vous voyez qu'elle devient blanche, laiteuse. C'est pour ça qu'on parle de petit lait du Jura. Alors une autre partie de ton travail, Claude Alain, c'est de faire découvrir l'absinthe aux touristes. Oh que oui, c'est pas une autre partie, c'est une des grandes parties du travail, c'est probablement la partie la plus importante. C'est expliquer l'absinthe, c'est faire découvrir donc à tous nos visiteurs qu'est-ce que c'est que cette fameuse boisson qui a été interdite. Hein, c'est pour des mensonges, on a dit qu'elle rendait fou, alors qu'elle était une boisson très appréciée à l'époque. On va l'interdire sur la pseudo-raison de toxicité à cause de la thuyone. Thuyone qui est une molécule potentiellement dangereuse, mais à des doses que l'on ne peut pas atteindre avec l'absinthe. Hein, il faut être clair, il faut plusieurs dizaines de litres ou centaines de litres d'absinthe pour s'intoxiquer avec la thuyone. Vous mourrez de l'alcool bien avant. Donc tout ceci, finalement, on va l'expliquer à ces visiteurs pour qu'ils comprennent bien le produit et que cette boisson, qui est restée clandestine presque au siècle, 95 ans, revienne au goût du jour et soit appréciée. Est-ce que c'est vraiment cette toxine qui a fait que l'absinthe soit interdite ou... Non, c'est 2 problématiques. La première, c'est une jalousie commerciale du monde viticole, qui eux ont de la peine à faire du vin, et l'absinthe qui est présente en grande quantité moins cher que le vin. Donc tout ceci agace un peu ces gens-là. Et un autre aspect, c'est le monde des ligues anti-alcooliques. Le problème du tournant du XXe siècle, c'est qu'il y a un alcoolisme qui est quand même assez considérable par rapport à l'alcoolisme actuel. On est des enfants de cœur. Hein. Les gens consommaient des quantités phénoménales d'alcool et bien sûr l'absinthe faisait partie de leur boisson car elle était bon marché. On va arriver vers la fin du 19e, début du 20e où vous verrez les usines Pernod de Pontarlier produire l'équivalent de 20 000 litres d'absinthe par jour. On divise toujours notre visite en 3 étapes. La première étape est l'histoire de l'absinthe, donc une explication succincte de cette boisson, son historique, sa clandestinité et sa relégalisation, sa situation actuelle. Ensuite, on va expliquer la production, donc les différentes plots que l'on utilise, comment est-ce qu'on fabrique l'absinthe. Les gens vont sortir les plots pour
toucher bien les parfums, on n'est pas dans la chimie, hein, on fait vraiment des produits naturels. Et ensuite, il y a la dernière étape, la dégustation, où les gens vont pouvoir apprendre à déguster l'absinthe, savoir la servir, savoir l'utiliser correctement. Alors, c'est très intéressant de voir que quand on a des Suisses allemands qui viennent visiter, eux, ils veulent boire pur. Ils disent, ouais, toujours trop d'eau dans l'absinthe, hein, toujours. Eux, c'est quelque chose, c'est le schnapps, ils veulent boire ça au digestif. Alors je leur explique bien que chez moi ils font comme je veux et chez eux ils font comme ils veulent. Et très souvent ils me laissent les verres à moitié remplis parce qu'il y a trop d'eau et ils apprécient toujours à la fin quand je dis maintenant on va faire l'absinthe suisse allemande avec très peu d'eau. C'est parfait. On estime d'avoir gagné notre challenge sur l'absinthe quand les gens reviennent. Quand vous avez des gens qui reviennent 2 ans après ou une année après, vous achetez quelques bouteilles pour dire j'étais chez vous il y a 2 ans. J'ai aimé, j'ai acheté. Vendre de l'absinthe à des gens qui vont mettre ça dans leur bar et qui ne boiront plus, c'est quelque part un peu dommage. Hein. Donc on espère, nous on est contents quand les gens reviennent et ont eu du plaisir. Est-ce que tu regrettes cette période de clandestinité? Jamais. Non, non, pas une seconde. Je veux dire, on a actuellement une possibilité d'être présent sur le marché international, d'être présent sur le marché aussi national, donc de vendre nos produits, d'expliquer l'absinthe. C'était impossible à faire avant. On n'avait aucune solution de promotion. Donc, pour moi qui ai décidé de faire ma vie, mon métier, une passion aussi, hein, c'est des métiers passion quelque part. On ne compte pas nos heures, mais jamais une once de regret sur la clandestinité. Il y a des traces de pas. Regarde. Cette région-là est très spéciale puisqu'on trouve dans certains endroits des petites cachettes avec des petites sources où on peut se servir d'une petite absinthe. Donc ici, on se trouve dans un lieu dont on taira le nom afin que les gens découvrent d'eux-mêmes, mais qui est situé entre le mont de Travers et les ponts de Martel. Et on appellera ça la forêt des fées. Tout le monde peut se servir à cette petite fontaine? Ah oui, 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 c'est un self-service totalement illégal. Et si ça, c'est pas le paradis. Alors tu es venu ici avec ton épouse dans ce coin, vous marchez, c'est quelque chose que vous faites habituellement? Alors c'est quelque chose qu'on essaye de faire, qu'on aime beaucoup pratiquer. J'aime bien regarder la nature, ça permet un petit peu de se ressourcer, donc on essaye dans la mesure du possible de marcher. Alors c'est vrai, c'est étonnant pas beaucoup parce que le climat ne s'y prêtait guère, mais on a promis qu'on se relancerait cette année. Tu travailles alors toute la journée avec Claude Alain. C'est facile de travailler avec son époux? Oui, bon, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment l'un sur l'autre. En fait, chacun a ses occupations. Il y a quand même certaines choses que je dois faire, enfin qui sont suggérées, on va dire. Et puis après, je gère un peu comme je veux, pourvu que ce soit fait, en fait. On a un peu un fonctionnement où, pour se simplifier la vie, j'y suggère ce que j'aimerais qu'elle fasse. Oui. Mais je termine toujours mes phrases, tu le fais de toute façon comme tu veux, ce qui est toujours un peu le cas. On a eu cette chose de pouvoir laisser, pour moi je considère que c'est une chose d'avoir une maman qui s'occupe des enfants, après chacun a son avis là-dessus, mais quelque part c'était aussi la laisser avec les enfants, faire des pâtes à sel, j'ai assez râlé sur ces tonnes de pâtes à sel et de peinture à fenêtre qu'on trouve au cours de la maison hein, d'ailleurs. Et finalement, ensuite elle est venue, quand vraiment j'arrive au bout, parce que j'arrivais plus à tout faire, elle est venue à bord dans l'entreprise. Et ça s'est très bien passé et c'est quasi génial, quoi, je dis, voilà. Même une fois, on s'est là aussi dimanche après-midi à De Motier, on a dit ok, on fait les gorges de la Pointe-à-Resse, bien décidé, la fleur au fusil, je crois qu'on avait pris un demi-litre d'eau avec nous, on a fini à Chasseron. Le pire, c'est qu'on est arrivé vers 4h à Chasseron et le bistrot fermait à 16h15, donc il a fallu se dépêcher d'aller chercher à boire pour le retour, et on arrivait le soir à 7h30, donc les jambes cassées, bien sûr, les genoux usés, parce que ça fait quand même, je crois, une quinzaine de kilomètres depuis Motier à Chasseron, plus les 15 retour. C'était assez sympa, je dois dire.
Ça, c'est mon petit, ma seule activité finalement, autre que le travail. Finalement, je participe, je joue de la fanfare dans une petite fanfare villageoise aux Verrières. Ça s'appelle l'Écho de la Frontière. Donc, les Verrières, c'est le dernier village avant la Frosse. Et ça fait pas mal d'années maintenant que je joue de cet instrument avec cette fanfare, parce que je suis natif des Verrières. Et la basse, c'est quelque chose, c'est un instrument un peu particulier parce que c'est un gros instrument, il est assez lourd. Par contre, il a un côté pratique puisque pour moi qui ne suis pas un grand musicien, c'est pas trop compliqué à jouer. À 12 ans, vouloir faire partie d'une fanfare, c'est un peu original. Comment c'était Il faut venu se cette remettre un idée? petit peu dans le contexte. 12 ans, c'est aussi un moyen de sortir du carcan de la maison, mais il ne faut pas oublier que les télévisions, c'était 3 chaînes, les téléphones portables n'existaient pas, les ordinateurs et Internet encore moins. Donc, quelque part, c'était un moyen d'aller dans les sociétés. En faisant partie d'une société, qu'une fanfare, on avait l'occasion de sortir aussi, des fois le dimanche, d'aller faire des prestations, de faire des marches. Quand on fait la marche à l'abbaye, la fête de l'abbaye, donc on marche dans les rues. Donc, c'est toujours assez... Ça peut paraître curieux à notre époque, mais à l'époque où je l'ai fait, ça ne l'était pas. C'est une école de la vie, la fanfare. On apprend à être avec d'autres gens, sous la direction d'un directeur, qui est le chef d'orchestre, hein, qui va nous diriger, où chacun va devoir écouter l'autre et jouer la partition qu'il a à jouer pour faire quelque chose qui sonne bien. Je suis assez social, moi j'aime pas être seul. Bon, c'est vrai qu'on a souvent du monde, on est souvent avec du monde. On discute souvent, donc c'est pas forcément un besoin, mais quelque part on côtoie toujours, de toute façon, du monde. Oui. On n'est pas sauvage. Pas aujourd'hui, tout est mis à l'écart. Bienvenue. Courage, bienvenue à nous. Jacques, ça fait combien de temps que vous connaissez Claude Alain? C'est ce qu'on venait de dire, je pense, une dizaine d'années, parce que c'était l'époque, la grande époque où moi j'étais en tant que conseiller communal à Couvet, et Claude Alain commençait à distiller, et puis il était un petit peu fâché avec la commune. Disons que j'étais en bisbille avec les autorités communales parce qu'ils nous avaient augmenté les impôts et que le même soir, ils déposaient tout l'argent de l'augmentation des impôts en achat. Et ça, j'avais guère apprécié. Donc, c'est ça qui m'avait mis en brègue avec eux. Mais pas à toi particulièrement, hein, c'est vrai. Non, mais c'était un joli défi que d'aller s'expliquer envers Claude Alain. Et puis, c'est là qu'on a commencé, je dirais, à s'apprécier, parce que on peut discuter de plein de choses, de tout et n'importe quoi, mais en général... De n'importe quoi. De tout, je dirais. C'est quel genre de personnage? C'est quelqu'un qui est... qui a une certaine culture, qui a de nombreuses connaissances, qui a des bonnes expériences aussi. C'est quelqu'un qui se fâche jamais. Enfin, je ne l'ai jamais vu se fâcher, en tout cas pas avec moi. Il a des coups de gueule, mais qui sont sympas. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. C'est quelqu'un, je pense, de fondamentalement correct, et ce que j'apprécie particulièrement aussi. On est 2 enfants des Verrières et nos parents étaient amis. Alors, Claude Alain est un peu plus jeune que moi, mais à l'adolescence, on a fait les 400 coups ensemble. Même bien après l'adolescence, on a même traversé l'Atlantique pour faire des conneries. Par contre, il était beaucoup plus assidu à l'école que moi. C'est un homme de conviction, puis je pense que Claude Alain ne peut que réussir quand il entreprend quelque chose. Il est très convaincant. Moi, je suis arrivé ici avec des idées qui n'étaient pas forcément les siennes, et je suis reparti où j'avais les mêmes idées que lui. Ces gens-là, c'est des enfants de cœur. Je suis quelqu'un de curieux et contemplatif. La première chose que je fais le matin, c'est regarder, il y a un site, c'est débile, un peu débile, qui montre le soleil, c'est un truc où on voit les explosions, éruptions, taches solaires et autres. Alors c'est là qu'on va voir si on prend une baffe ou pas dans la journée, peut-être, ou je sais pas. Je regarde ça au premier, parce que c'est loin, puis c'est notre astre, hein, c'est lui qui nous donne la chaleur. Ensuite, je regarde un site météo pour savoir s'il fera beau, puis ensuite, je regarde une webcam
voir le temps qu'il fait, s'il neige et tout. Donc ça, c'est un peu curieux, mais finalement, j'aime bien regarder un petit peu comment ça fonctionne, où on en est, si la Terre tourne, quoi. À peine arrivé chez toi, un subtil et entêtant parfum nous plonge directement au cœur du sujet. Claude Alain, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que tu vis, tu bois, tu respires et tu penses absinthe. Tu es quelqu'un d'entier et direct. En résumé, tu ressembles à ton élixir, un caractère fort en bouche et qui ne laisse personne indifférent. On aime ou on n'aime pas. Avis de passage, mercredi prochain, c'est déco. André Ortlieb est décoratrice. Cette femme au look original et au caractère bien trempé vous transforme un lieu quelconque en un endroit très stylé. Décoratrice fétiche d'un luxueux hôtel de Neuchâtel, elle sait s'adapter à tous les désirs de sa clientèle. C'est la diversité qui fait l'intérêt de notre métier. C'est pas qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va laisser comme extraordinaire mandat derrière nous. C'est plus la reconnaissance d'un travail et un échange avec quelqu'un. Je pense que c'est le grand intérêt. Grande passionnée du continent africain, elle ramène toutes sortes d'objets à chacun de ses voyages. Autre grande passion, qui a son poids, plus d'une centaine de kilos, ses petits amours de chiens. Mercredi prochain, avis de passage, ça en impose.